Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde qui s'intitule « Dans la tête d'un pirate, psychologie des cybercriminels ». Quand j'ai entendu le titre de cette conférence-là, je me dis c'est une série télé. Il y a quelque chose à faire avec ça dans une série télé. J'imaginais un profiler, et comme de fait, nous avons une profiler avec nous. Ça prend des gens qui sont du côté de la psychologie, des gens qui analysent la tête des criminels. Nous avons des gens qui analysent la tête des criminels et nous avons des gens qui sont du côté des victimes aussi. Moi, je suis Pascal Forgette, j'ai le plaisir d'animer cette présentation-là. Et là, j'ai une bande spéciale pour vous. On est la première présentation qui a commencé, alors pouvez-vous applaudir? Pouvez-vous applaudir nos... Yeah! Ça va donner envie, ça va partir le bal. C'est une belle journée qui commence, 2 journées d'atelier pour le Salon de la cybercriminalité. On va commencer avec Mme Martineau. Excusez-moi, je vais commencer avec Mme Ream, qui est tout au bout ici, coordinatrice scientifique de la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité de l'Université de Montréal. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en criminologie. Ce n'est pas rien. Vous avez collaboré à la revue Criminologie et vous êtes coordonnatrice scientifique au réseau intégré sur la cybersécurité. Ça, il faut que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce que c'est ça, le serein risque. C'est comme ça que vous le prononcez. Et puis, vous étiez responsable de vulgarisation d'articles. Alors, on s'attend à ce que vous nous vulgarisiez la cybercriminalité. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des cybercriminels ici? Merci. Merci. Madame Martineau, Mélissa Martineau, chef de l'analyse comportementale et de la recherche en cybercriminalité de l'Unité nationale de coordination de la cybercriminalité. C'est un nouveau service qui s'appelle le NC3, si je ne m'abuse. C'est de la GRC et elle gère un groupe qui coordonne les efforts entre les partenaires canadiens et étrangers de lutte contre la cybercriminalité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et on a, plus près de moi, Patrice Renaud, co-directeur du laboratoire de cyberpsychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Vous êtes psychologue de formation, vous avez une expertise dans l'ergonomie et vous développez des applications pour faire des diagnostics en réalité virtuelle, en réalité en simulation. Ça, vous allez voir, c'est absolument terrifiant. Bon, en tout cas, ça m'a fait peur. Ça permet d'aider à diagnostiquer les cybercriminels. J'aimerais commencer par un premier point. Qu'est-ce qui distingue les criminels réguliers, ceux qui volent des vélos, ceux qui volent des voitures, ceux qui volent de l'argent, des cybercriminels? Ce serait quoi la première différence? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête qui n'est pas comme dans les criminels conventionnels? Monsieur Renaud, je vous sens. Je pense que c'est votre champ. Oui, ça peut être dans mon champ, effectivement. En fait, on se rend compte qu'il y a des motivations antisociales chez les 2 types de criminels, mais évidemment, ceux qui sont du côté de la cybercriminalité vont présenter plus de connaissances du côté de l'informatique ou de la technologie. On va voir aussi souvent qu'ils ont une criminalité moins diversifiée et plus spécialisée, du moins chez les agresseurs sexuels en ligne, plus spécialisés dans la délinquance sexuelle. C'est ce qui est plus typique de ce qu'on retrouve chez ce type de cybercriminels-là. Par ailleurs, dans les 2 cas, on va retrouver souvent des gens qui sont de groupes ethniques caucasiens, des hommes, début de la trentaine, avec une bonne éducation. Ça, c'est du côté des cybercriminels. Du côté des antisociaux, plus largement, là, c'est plus varié. Il y a un mode de vie souvent plus erratique du côté des criminels qui ne sont pas de la cybercriminalité, mais qui sont de la criminalité en général. Miss Martineau, I think as a cyber profiler, is that about the same profile you can make for people with cyber criminal intent? Yeah, so one of the interesting about criminals in the cyberspace is that we get this impression that technological crimes are simply technically based, but there's always a human behind the keyboard. And cyber criminals, like any type of criminal, are not just one type. You've got individuals who are true hackers and live by the hacker ideology that information should be free. They tend to be very curious. They want to take on new challenges and beat the technology, beat the police, beat the cybersecurity experts.
You also have cyber criminals who are much more script kiddies and they're new to the space. They might be fairly young, teenage boys, mostly girls as well, to a lesser extent. These people are just getting into the space, they're learning on the forums, and what they're doing is they're usually using data that are programming or code that's already readily available. So they're not creating new methods of attack, but using things that are already established. And then, of course, you got ethical hackers, white hat hackers, and then you've got sort of in between. So you've got people who are ideologically motivated. These are your hackivists. They're going to be doing their crimes in order to support a cause. So we sometimes forget that cyber criminals are not just one homogeneous group. There's actually a lot of different motivations out there, different levels of technical expertise. So just like you have among other types of criminals, sexual offenders, we have, preferential versus non-preferential. It's the same deal within the cyberspace. Et Madame Ream, de votre expérience, les cybercriminels, ils ont quoi comme talent? Qu'est-ce qu'ils font qui deviennent des cybercriminels et pas des voleurs de voitures, par exemple? Moi, je m'intéresse beaucoup aux fraudeurs, donc à la fraude, les fraudeurs en ligne. Et je dirais qu'un fraudeur, c'est un très bon vendeur. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment cette habilité à faire aux gens des choses comme, par exemple, cliquer sur des liens, envoyer de l'argent. C'est les mêmes, en fait, techniques qui font qu'on achète des choses quand il y a plein de rabais, on achète en grande quantité. Quand on nous dit que, par exemple, ce qu'on peut acheter, c'est en quantité limitée ou dans une certaine limite de temps. Donc, un fraudeur, pour moi, c'est un très bon vendeur. Quand vous parlez de bon vendeur, c'est quelqu'un qui réussit à convaincre et c'est là qu'on commence à entrer dans la tête des cybercriminels. Et là, moi, c'est un bout qui me fait un peu peur parce que c'est de la cybercriminalité. Encore une fois, on peut faire voler de l'information, mais on peut aussi avoir des crimes sexuels. Et ça, M. Martineau, vous faites... Monsieur Renaud, vous faites des simulations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre laboratoire? Je trouve ça tellement intéressant d'utiliser la technologie pour combattre les crimes technologiques à quelque part. Oui, en fait, à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, on utilise une technologie qu'on a développée d'abord à l'Université du Québec en Outaouais, qu'on applique maintenant du côté de la psychiatrie légale. Donc, il s'agit d'immersion virtuelle avec des personnages synthétiques, des avatars, qui permettent donc de recréer des situations d'agression sexuelle ou d'abus sexuels. Or, parmi les gens qu'on évalue, on en a un contingent important qui sont des cybercriminels, donc qui vont plutôt aller du côté soit du leurre informatique auprès de personnes d'âge mineur ou même adultes. Ça peut être du harcèlement en ligne, ça peut être aussi de la consommation de pornographie juvénile ou de la production de pornographie juvénile. Donc, on utilise paradoxalement les mêmes moyens que ceux qui abusent pour arriver à mieux comprendre leur profil, leurs préférences sexuelles. Et une des variables intéressantes dans ce contexte-là, c'est ce qu'on appelle la tendance à l'immersion, c'est-à-dire un trait de personnalité qui fait en sorte que l'individu est plus enclin à se fondre dans des fictions, et notamment des fictions de type cybernétique. Et ça semble être une caractéristique aussi des cybercriminels de facilement se fondre dans cet univers cybernétique. Une caractéristique donc qui est à explorer plus à fond parce que dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus en fait d'usage de façon de casques de réalité virtuelle, de méthodes d'immersion virtuelle en ligne. Donc la cybercriminalité va aussi adopter ce vecteur de communication prochainement. On va en revenir, le futur de la cybercriminalité, ce qui est assez terrifiant. Si avec un clavier, un écran, on peut arnaquer les gens, si on est avec un casque de réalité virtuelle, ça peut faire beaucoup de dégâts. Vous êtes plus dans le diagnostic des cybercriminels? Oui, en fait, je fais l'expertise, j'évalue le risque de récidive des individus. On fait de la recherche aussi sur les nouvelles méthodes d'évaluation pour mieux comprendre les profils. Et Madame Martineau, vous êtes dans le profiling des cybercriminals. Comment vous faites le profiling d'un cybercriminal?
Like, how do you do that in the cyberspace? It's like a lines of code, the way he types. Is it? How do you profile somebody in the cyberspace? So it's an interesting challenge because in profiling, my background is about 15 to 16 years in violent and sexual crime, risk and threat assessment, and detection of deception. So coming into the cyberspace in 2019 was a bit of a shock for me. But to be honest, what we forget is that even in cyber, there's a criminal sitting behind that keyboard, and that individual has motivations. They have a life outside of the crimes they're committing. And so I find that personally, I'm using my skill sets more now to understand the human behind the keyboard. And that is everything from looking at open source intelligence about the individual, looking at their social media practices. I'm trained in forensic linguistics and statement analysis. So it's looking at their communications, how they speak to others, what they're speaking about, finding out what matters to these individuals. Because at the end of the day, I really want to try and help our investigators understand the individual so that when they get across from them in, say, an interview setting, that they know how to approach this individual in the way that's more likely to get them to open up and talk to them about the offenses they've committed, and as well to help with other types of operations on how to do account takeovers and all these kind of things as well. Wow. And Ms. Ream, you're dealing with the victims of the cyber criminals. The cyber criminals, it's only virtual. So how does it affect people? I mean, it's just, my bike is still there, my car is still there, but what psychological impact does it do to the victim? Bah, pour les victimes, on pense que, par exemple, en tout cas pour les cas de fraude, que il y a un gros impact financier. Donc, on a perdu de l'argent dans un cas de fraude. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'impact psychologique que les victimes peuvent ressentir parce que, tout comme quand on se fait cambrioler, en fait, chez soi, on a un peu ce sentiment de s'être fait violer. C'est pareil, quand on se fait voler ses données, c'est le même sentiment que les victimes peuvent ressentir. Et c'est surtout le cas, en fait, dans les cas de victimes, les victimes de fraude amoureuse, en fait, où là, vraiment, l'impact est beaucoup plus important, tant financier, psychologique, émotionnel, relationnel. Donc, c'est à travers ça aussi qu'on peut comprendre le processus d'un cybercriminel, parce que dans les cas de fraude, c'est pas des gens qui sont... les fraudeurs, c'est pas des gens qui ont des compétences technologiques sophistiquées. Dernièrement, justement, on regardait, il y a une fraude qui commence à se répandre ici au Québec. En fait, on envoie des courriels aux gens en prétendant être la GRC et que en fait, la personne reçoit une convocation pour aller dans un poste de police parce qu'elle a été flaguée comme étant cyberpédophile. Donc, les gens qui reçoivent ce genre de courriel, puis quand vous regardez le document, c'est très mal fait. C'est très mal fait, mais il y a des informations qui sont très pertinentes. Donc, ça montre un peu quand même que c'est des cybercriminels qui n'ont pas des grosses compétences techniques, mais l'impact sur les victimes est quand même important parce que vous recevez ce genre de courriel, vous avez peur. Vous avez peur parce que c'est la police, c'est la GRC, en plus c'est de la pédopornographie. Donc, il y a quand même un impact qui est important sur les victimes, même s'il n'y a pas d'aspect financier. Et ça, c'est drôle parce que mon père a reçu ce courriel. Il m'a appelé en panique. J'ai reçu un courriel, on m'accuse d'être pédophile. Qu'est-ce que je fais? Bon, je sentais son inquiétude. Une chose qui est particulière parce que les cybercriminels se font passer pour d'autres personnes. Qu'est-ce qui marche comme profil dans les faux profils que les cybercriminels utilisent pour séduire? On parle de fraude amoureuse, je pense que c'est un cas. C'est quoi le profil qui marche et pourquoi? Habituellement, on dit que c'est souvent le fraudeur se fait passer pour un militaire, un médecin, quelqu'un en position d'autorité. Ce qu'on voit, nous, par exemple, dans les signalements qu'on a eus dernièrement en fraude amoureuse au Québec spécifiquement, c'est souvent un homme divorcé avec un enfant. Alors, c'est souvent le profil qu'on voit, et puis c'est un homme qui se prétend être français. Je veux dire, la photo qui est utilisée, c'est souvent un chanteur brésilien.
Je ne sais pas. Donc c'est souvent le cas. C'est la photo d'un chanteur brésilien, une personne qui prétend être français et puis qui a un enfant et qui est divorcée. Pourquoi l'enfant? Pourquoi français? Pourquoi brésilien? Le français, c'est parce que c'est des fraudeurs qui souvent sont en Afrique de l'Ouest, donc qui utilisent un français qui est plus proche du français de France que du français québécois. Donc c'est plus facile de prétendre ne pas être au Québec. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, on va prétendre avoir besoin de voyager, de ne pas avoir les moyens donc recevoir de l'argent. Et puis l'enfant, c'est sûr que parce que si jamais la victime a aussi un enfant, ça crée un point commun. Et aussi parce que quand on va vouloir demander de l'argent, à un moment, l'enfant doit être malade, il y a besoin d'argent, donc faut envoyer de l'argent pour l'enfant. Donc, les cybercriminels pensent à tout ça. Quel est le plaisir que les cybercriminels retirent de ça? Au-delà du gain financier, they must have a kick out of it at some point. Qu'est-ce que vous constatez dans votre pratique? Récemment, j'ai évalué quelqu'un comme ça qui ne voulait même pas rencontrer les victimes, ne voulait même pas avoir un contact réel. Ce qu'il aimait, c'était asservir la victime, avoir un sentiment de puissance dans le fait de la leurrer, de la contrôler. Il y avait toute la question aussi du chantage qui était fait à partir des informations qui étaient tirées, des informations intimes, et l'extorsion qui venait avec en termes de photos et en termes aussi monétaires. Donc, ça peut être des gains financiers, oui, mais c'est aussi beaucoup une question de sentiment de puissance qui est exercé sur les victimes qui est en jeu ici. Et le fait que c'est par écran interposé, j'imagine que c'est plus facile, que c'est plus... C'est différent. Et c'est ça. À cause de la distance, mais c'est à cause aussi de l'anonymat. C'est la possibilité de changer sa personne, son identité pour faire ça. Et pour certaines personnes aussi, le fait que ça ne soit pas en réalité, ça peut être aussi une façon de faire passer à l'acte avec moins de culpabilité. Donc, il y a cette distance-là qui peut créer une immunité artificielle par rapport à l'individu. Et quand on parle d'individus, on parle mais aussi de regroupement, des réseaux d'individus. Je pense que les cybercriminels ne travaillent pas toujours seuls. Parfois, ils se relaient. Je pense que vous avez fait un bust recently with cybercrimes. I think it was about sexual crime. Don't think you can talk about it yet, but can you give us an example of the type of case that you might be doing, the type of stuff that you may be doing at the RCMP? Yeah, for sure. So where I am now, we're mostly focused on crimes where the computer is the actual target. So we're talking about ransomware, hacking, stealing credentials, carding, this kind of thing. So the recent bust is ongoing, so I can't speak about that. But we did one about a year ago where we had significant evidence against an individual who appeared to be involved in electronic money transfers, and it's spamming. There was significant impact to the public. So when my unit, the National Cybercrime Coordination Center, gets involved, it's usually because there is a significant crime occurring, whether there's a lot of Canadians involved or it's across jurisdictions for police. So we coordinate response amongst law enforcement, and we support the law enforcement of jurisdiction. So in this particular case, I was the lead profiler on the file. Once we had an IP address that pinged to an individual, they knew sort of in the abstract who the individual was, but knew very little about the actual individual. So my job was to profile the offender, and I was able to support the interview of that offender. And we ended up able to lay charges, and that offender is now before the court. So that's the kind of work that I do. I also support things like attribution. So many of our cyber criminals today are pretty smart, and although they do get attached to certain monikers, your more sophisticated offenders are using 10, 20, 30 different monikers online. So one of the things that I can do is if I have communication, from numerous different monikers, what I'll do is I'll do linguistic analysis so that I can tell the investigator that actually, monikers X, Y, and Z are all the same offender.
And that way we can try to attribute conversations to a single individual that might actually be happening across numerous monikers. We also see sometimes that our target will have monikers where they're pretending to be different people in order to, say, introduce themselves to higher levels within cybercrime groups or in order to gain reputation. So this is sort of some of the challenges that we see and the way that behavioral analysis can come in and try to help investigators understand what's going on in the space. Because your field of expertise goes from credit card fraud to sexual crime. It's a wide area of expertise, and it's all through computer. How does, what's the difference? I mean, is it the same type of criminals? Is it different type of criminals? Is it... Do they work alone? That's one of the main things. There's always this idea of the one guy behind the computer, but I think they work as networks now. They have call centers even. Yeah, they really do. So it's a big difference between what I used to do with sexual offenders. Sexual offenders generally work alone, although they do have communities which support. Oh. They support each other and in their deviance so that they can normalize what they're doing. That's very different from what we see with cybercriminals, where cybercriminals tend to be specialized in an area. So you might be a spammer, or you might be a pen tester, you might be a network guy. There doesn't tend to be one sort of unicorn cyber criminal who can do everything. So they do tend to network together so that, one individual might be the spammer who is gaining access. Another might be the person who's actually dropping the malware, getting access to accounts, scraping credentials. And another person may actually be the negotiator in, say, a ransomware case. So you do have basically almost like organized crime groups where people have individual roles that they play within the space. And then a lot of the crimes now, like ransomware groups, you're seeing ransomware as a service. So there's a ransomware developer who is not actually the one deploying the ransomware, but rather they're providing that ransomware to other cyber criminals who will then deploy the ransomware, and they'll take 70% and the developer will get 30%. So it's very much run like a business. So there's also the fact that they're cyber criminals, but they're not all into the actual they help with the crime. They facilitate the crime to other people. They network, they do different tasks. And I think that with la fraude amoureuse, Madame Ream, je crois qu'il y a des réseaux, c'est des centres d'appel, là, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça en fait, ça dépend. Dans certains cas, c'est vraiment la personne qui fait ça toute la journée. Puis dans d'autres cas, il se relaie sur la même victime dans des cafés internet. Puis c'est ça, toute la journée, ils contactent la victime parce que ce qu'ils veulent, c'est vraiment créer ce sentiment de dépendance de la victime envers eux. Donc la texte lui envoie des courriels à longueur de journée. Et donc la victime, en fait, elle est en constante communication. Puis ça va servir au moment où on veut en fait extorquer la victime ou menacer la victime. On lui dit je vais rompre la relation. Puis pour la victime, c'est perdre quelqu'un avec qui on parle toute la journée. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment quelqu'un se relaie 24 heures sur 24 pour pouvoir continuer à parler avec la victime, surtout que si ils sont pas dans le continent nord-américain, dans une autre zone horaire, là évidemment il faut que quelqu'un puisse être je dirais, disponible aux heures ouvrables. Fait que la personne a l'impression d'être en contact avec une personne avec qui elle développe une relation intime, mais en fait, c'est un groupe de personnes, ce qui demande un niveau d'être tordu un peu. Là. Comment vous voyez cette organisation-là de criminels qui communiquent entre eux pour commettre des crimes? Là, quand on parle de organized crime, ça devient un niveau de la tête des criminels, toujours pour revenir au thème de la conférence. Ça commence à être plus complexe dans leur organisation. Comment vous voyez ça? Dans la fraude amoureuse, ça peut être complexe dans le sens où les informations que la victime va partager, si on veut rebondir dessus, il faut qu'on se tienne au courant de ce que la victime a dit.
Mais malheureusement, le plus souvent, c'est les mêmes processus. Donc, c'est juste des déclarations d'amour, sur déclaration d'amour, sur déclaration d'amour. Et donc, il n'y a pas besoin de plus d'informations, il n'y a pas besoin de s'informer plus que ça ou de partager des informations avec les autres, là, parce que si on ne sait pas quoi dire, on a juste qu'à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, puis ça fonctionne, là. Donc, c'est pas si difficile que ça d'être un cybercriminel, même s'il faut être un peu tordu pour l'être. Il faut réfléchir, faut faire attention, puis il faut réfléchir un peu plus. Il faut avoir du temps aussi. Il faut avoir du temps, ben oui, puis être organisé. Le truc que vous avez mentionné, j'aimerais qu'on aborde, je vois que le temps file, si on abordait lentement mais sûrement le futur de la cybercriminalité. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait du hacking, il y avait des script kiddie qui s'amusaient, ils se sont mis à faire des crimes plus sérieux, vol d'argent, cyber-intimidation. Mais là, on se déplace vers le métavers, on se déplace vers les casques. Vous parliez de la capacité d'immersion, la capacité des victimes aussi de sentir de l'empathie pour ces gens-là qui exploitent ça. Comment vous voyez le futur? Puis j'aimerais aussi peut-être comment les gens peuvent rapporter ce genre de trucs-là. Comment, en tant que victime, comment on peut combattre les criminels? Comment on peut se protéger de ces criminels-là qui exploitent nos points faibles? Si je peux me permettre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit une explosion de la vente des visiocasques, ce qu'on appelle en anglais des head-mounted displays, utilisables en ligne. C'est une tendance lourde pour les prochaines années. Donc, les gens vont se mettre à socialiser, non pas à travers un écran ou simplement un clavier, mais ça va engager l'ensemble de leur corps, ça va être dans un espace immersif. Et un je dirais, des ingrédients clés de ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la présence. La présence, c'est quoi? C'est le fait d'avoir l'impression que c'est vrai, l'expérience virtuelle dans laquelle on est. Or, les victimes qui vont être dans un état de présence comme celle-là vont pouvoir se faire flouer par des criminels qui vont prendre parti, je pense, ou prendre avantage, en fait, de cette impression de présence pour aller rencontrer la victime, pour lui soutirer de l'information, pour l'agresser encore directement. Hein. Il y a eu déjà des cas comme ça qui ont été répertoriés d'agressions physiques et sexuelles en immersion virtuelle en ligne. Et les gens ressentent ces agressions-là, ressentent physiquement même quand ils investissent réellement leur avatar, leur personnage, les victimes ressentent physiquement les agressions. Donc, je pense que le futur, c'est beaucoup dans le fait qu'on va se rapprocher du réel, entre guillemets, par le fait d'utiliser l'ensemble du corps dans l'expérience cybernétique. Et là, pensez-vous que les cybercriminels vont changer encore vu que ça ressemble plus à la réalité? Est-ce que ça va changer le profil des cybercriminels? Moi, j'ai l'impression que la fameuse tendance à l'immersion dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire cette caractéristique individuelle qui fait qu'on a plus facilement la possibilité de se fondre dans les univers immersifs, va devenir un ingrédient clé. Et je consultais récemment un rapport qui a été émis par le groupe de recherche de Bristol en Angleterre sur la cybercriminalité. Et c'est un des facteurs de personnalité qui ressort de plus en plus, la tendance à l'immersion, la capacité dans ce qu'on appelle le flow. Hein, le flow de la simulation. Donc, d'être dedans. D'être dedans. Puis ça, c'est autant pour la victime que pour le criminel. Exactement. Le criminel prend son pied, la victime est victime. Sauf que le criminel va être capable de briser cette présence-là pour garder à l'esprit toujours son motif criminel. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose à aller chercher dans ce bris de présence, dans ce bris du flot de l'expérience chez le criminel pour détecter, je pense, la préparation au crime. Oui, parce que la victime, elle veut être dans une expérience agréable. Habituellement, elle se plonge, et là, tout à coup, elle se fait avoir, ça brille. Tandis que le criminel, lui, il sait que... Les intentions ne sont pas les mêmes, clairement. Les intentions ne sont pas les mêmes. Et Madame Martineau, are the laws and all the regulations that apply, you need to fight those criminals and not only get into their minds, but try to disrupt these things. What is it going well? Is it easy the law must be changing too?
Yeah, I think in order to fight cybercrime as we move into the future, because cybercrime is going to continue to grow, young people are so immersed now in cyber that it's second nature to them. That's how they communicate with each other. That's how they fight. That's how they do everything. So I think we need a multifaceted approach in order to continue to combat cyber. We need to look at prevention and get into the schools when we can have an impact and explain, because a lot of kids don't really know where that line is in the sand between having fun online and actually getting into a space where they're hacking and committing crimes. It seems like a challenging, fun video game for a lot of kids, and we need to really explain the difference. We also need the research to understand how our sort of virtual realities, how they translate into real life, and how the psychological experience is similar or different. And we definitely need to look at laws to examine our current laws and how they apply within the cyber realm, particularly as we get into this virtual reality world, because technically a person hasn't committed a crime, but psychologically they have. And that's sort of a very tricky space to work in, because our current physical laws, which are based in traditional physical world, don't necessarily apply to the cyberspace. So we have to consider, if someone's going into a virtual reality world and living a second life and is committing sexual assaults in that space, what are we going to do with these individuals if we can't prove that they're similarly committing these crimes in physical space? And what is the impact on the virtual reality victim who's also feeling present in that virtual world? So there's a lot of work that needs to be done for us to keep up and to understand the different sort of types of cyber criminals out there. There's a big difference between the sexual cyber criminals and the hackers, and these are not the same groups whatsoever. It's a pretty scary situation, because indeed, one thing I noticed when I was talking to you before the round table is that when you're playing a video game, when you think about it, you're killing people, you're stealing stuff. If you play Grand Theft Auto, you're a cyber criminal. But there's no consequences because it's a game. But then again, if you start playing it for real, with real people interacting with other, that can get, and if you get your virtual car stolen, how do you report that to the police? And that's a pretty, the criminal, hey, I stole a virtual car, and that's been happening in the video game world, stealing things, but then if it gets more and more serious. And I think, Madame, do you want to add it? Yeah. I was just going to say that people have real money in this space too. Games more and more are selling like Robux, dollars, and all these kind of things. So there's a great crossover between the virtual space and the physical space right now that we've never seen in the past. Yeah, because you invest into your character, you invest into your costumes or equipment. People buy real estate in virtual worlds now, as crazy as that sounds. And I think that reporting those crimes is something that will help deter, prevent those. Madame Ream, je crois que vous travaillez sur un outil de rapporter. Je crois que la GRC aussi travaille sur des outils pour faciliter la façon de rapporter les crimes. Comment ça fonctionne? Nous, on a lancé en fait avec la clinique de cybercriminologie fraude-alerte.ca. Donc je vous invite à aller visiter, un petit peu de publicité. Et en fait, c'est une plateforme de signalement communautaire, donc c'est-à-dire que tout le monde peut y aller signaler les fraudes qu'il ou elle rencontre. Et l'avantage de cette plateforme-là, c'est qu'en fait, tout le monde peut voir les fraudes qui sont signalées. Donc, par exemple, quand on reçoit un appel, puis qu'on n'est pas sûr du numéro de téléphone, on peut juste le chercher sur Google. Vous allez tomber sur une plateforme, vous allez voir que c'est un numéro qui a certainement été signalé pour une fraude ou quoi que ce soit. Pareil pour les adresses courriels. Si vous recevez un courriel, vous n'êtes pas sûr. Pareil aussi pour les faux profils de fraude amoureuse. Vous avez quand même toutes ces informations-là. Donc ça permet en fait de signaler, d'alerter les autres citoyens, mais aussi de rester informé et puis de voir un peu justement ces tendances-là de cybercriminalité. Donc on voit par exemple que je dirais il y a 2 ou 3 mois, ce qu'on recevait beaucoup, c'était les faux prêts.
Donc c'est des gens en fait qui se prétendent courtiers puis qui prêtent de l'argent. Puis malheureusement, on a 2-3 signalements comme ça du même courtier, enfin faux courtier, faux site web. Donc c'est important d'avoir ce genre de plateforme-là où tout le monde peut voir en fait quelles sont les fraudes auxquelles les Québécois et puis les Québécoises, en tout cas la population francophone nord-américaine, peut en être victime là. Fait que c'est ça, les cybercriminels vont évoluer, ils vont changer. Vous avez peut-être un mot à dire là-dessus pour la façon de rapporter les crimes, les cybercrimes? Yeah, so I'm sorry that there's a bit of a delay. It's okay, it's okay. But I think it's important too for people to understand that there is currently the Canadian Anti-Fraud Centre, which is through the Canadian government, and any member of the public who experiences any kind of cyber crime or fraud can report through the portal for the Canadian Anti-Fraud Centre. And we are in the process at the National Cybercrime Coordination Centre of combining the Canadian Anti-Fraud Centre now reports direct through my Director General. So we're combining these forces so that any member of the public or small, medium-sized businesses will be able to report cybercrime through our national cybercrime solution as a public reporting. And that will then be able to be reviewed and cross-compared to other cybercrimes that are coming through the portal and then assigned to police of jurisdiction for follow-up. So I think it's really important that we start educating the public on how they can report these crimes. I think we also have to consider mandatory reporting laws for things like ransomware, because if it's not reported to police, it's very hard for us to do anything. We can't disrupt these groups if we don't have the information. So it's really about taking away the stigma of being a victim of cybercrime. It's about letting businesses know that they're not going to lose their clients because they report. Because let's face it, this is going to keep happening to everyone. All the big businesses, we cannot keep ahead of the cyber criminals at all times. So no matter how good your cybersecurity is, how good your cyber hygiene is, people are out there. There's opportunities to be victimized, and we need to get people to get past that stigma and start reporting. So reporting gives you trends, gives you techniques, gives you ideas, it allows you to inform people, but the cyber criminals will adapt. They will try new things. What are the trends right now? Is there some emerging trends that you may have noticed in those cyber criminal minds of yours? No? Just if you have a prediction or something that... I see you smiling. You must have weird... it's scary. It's a world that really scares me. It is scary because we are all potential victims, because so much of our lives are online. And with the Internet of Things, we're really starting to see... it's a psychological game, right? Because people like convenience. So they're going to buy a fridge that can keep track of their grocery list. They're going to buy a thermostat that is connected to Wi-Fi. All of these things are usually very poorly designed in terms of the security features, and they're the gateway into your network. So what we're going to continue to see, I believe, is that criminals are going to continue to exploit these areas of vulnerability. I think ransomware is going to continue. However, I'm not sure if they're going to bother locking data anymore, if they're just going to start exfiltrating the data and putting it up to embarrass and try to get ransom that way. So you're just going to continue to see evolution of cyber criminals. These people are smart. They spend a lot of time doing this stuff. And they're going to keep looking for the way to make the dollar at the end of the day. So dollar would be the main goal. I think in your field, it's more sexual. Money is not always the main thing. C'est pas toujours l'argent. C'est, comme je l'expliquais plus tôt, c'est souvent aussi le sentiment de puissance, oui. Le besoin d'asservir les gens, le besoin de se venger des gens aussi. Donc, il y a des motifs qui ne sont pas nécessairement toujours matériels au sens premier du terme. Ouais. Donc, d'avoir ce profil-là des cybercriminels va permettre de mieux les dépister et les prévenir. Dans vos domaines, encore une fois, qu'est-ce qui serait l'étape suivante dans la compréhension des découvertes récentes? Une chose que je me demande toujours, c'est quelle est la différence entre ce qu'on imagine dans les séries télé, justement, j'écoute beaucoup, et votre réalité? Est-ce que c'est plus triste? Est-ce que c'est... It must be beaucoup, lots of weird situations. In the movies, they always get a solution, and at the end, the crime is solved.
But in real life, it must be a strange gray area. Every time I see you smile, I don't know if it's something that you think about that. I think it's because for the last 20 years, whenever I've done lectures, particularly to university students, I tend to get the question, which character are you on Criminal Minds? Yeah. So this sort of reminds me of that. But I think the reality is just like any of the shows, CSI and all the CSI iterations, the Criminal Minds iterations, investigations don't take 30 minutes. We work for several years on some of our investigations. But the thing is that cyber criminals are human, and humans always make mistakes. And that's where we need to be ready, because when they make that mistake, when they drop their VPN, when they forget to go through Tor that one time, that's when we get them. Yeah, because even if they're human, I like it. The fact that they're cyber criminals, but they're human. I don't like these people. Avez-vous un dernier commentaire? One last remark? Maybe we can ask questions. Do you have questions? We have a microphone right there. Voulez-vous prendre le micro? Si vous voulez, to our amazing guests. So if you have one remark, so maybe we're going to take the question. Thank you. Oui, sur le micro, si tu veux. Ça va être traduit. Merci. Ça vous permettez qu'on prenne les questions? Tout à fait, génial. I have a few questions, but I'm going to limit it to the reporting. So when victims report, and we have a lot of victims of fraud, I put cyber fraud in two categories. We have the ones that are, hackers that have a skill set, and those that just utilize, like the virtual communication to get victims. So going back to the victims, when reporting, and I have several cases where the reporting center is, a voicemail, send an email, and there's nobody at the end of the line for these victims. And this is a service that is given to Canadians. How are you going to improve? Because it's nice to say, victims have this support, we're working, but the reality of it is nobody calls back. Nobody emails back. A lot of these cyber cases in community police precincts are hot potato cases where everybody doesn't want the case. And oftentimes, these cases are closed in the local police forces because they don't have, they can't sustain these type of cases. So what do victims really do? Yeah. How do they really get these cases, with investigators? Thank you. I think it's a very interesting question because you're both working on improving that reporting process and helping out the victims. So, peut-être. Can I answer in French? Oui. Je vais faire encore de la publicité, mais nous, à la clinique de cybercriminologie, on aide les victimes directement. Donc, elles nous contactent et nous, après ça, on voit avec elles leur cas, leur situation et on les guide vers les bonnes ressources. Donc, par exemple, des fois, si c'est par exemple s'être fait voler de l'argent sur la carte de crédit, on va les aider à contacter leur banque ou leur agence de crédit, etc. Parce que c'est ça, souvent, quand on est victime de fraude, il faut aller signaler à plusieurs endroits. La banque, l'agence de crédit, d'évaluation de crédit, la police, et plein d'autres affaires qui ont les données de la victime. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que les victimes nous contactent, puis on vient vraiment les soutenir dans ces aspects-là. Évidemment, on demande toujours à ce qu'elles signalent au centre antifraude, à la police aussi dans les cas les plus graves, mais on est vraiment là pour venir soutenir les victimes et les guider pas à pas dans la résolution de leur cas. Donc c'est ça. Madame Martineau, I think the CN3 is working on that. The reporting process is in the works of being improved. Yeah, we're working on it currently.
the best advice I can give you is I'm not going to sit here and say that your local police are going to pick up every single case quickly and get back to you. The reality is they're being bombarded with far more cases than they have resources. So the best advice I can give is you need to be persistent. You need to not only contact your local police, but contact the Canadian Anti-Fraud Centre. They have both an online portal, but they also have a phone number. So if you're part of the vulnerable... if they don't, be persistent, continue to try and get your reporting in, because they're going through hundreds of thousands of files per year. So it will take a bit of time. And also I think we can do well by our victims by working together, because if you can get some of the victim assistance, it just is going to make a difference for getting all of those different aspects covered off of dealing with canceling credit cards, et cetera, et cetera. But it definitely is not a desire not to be there for the citizens. It's certainly a resource issue. And it's also learning cyber. Police have to learn a whole other avenue of crime. We're used to traditional crimes. And so we're working around the clock to get this response improved and to be able to answer the public's cries for help when cyber crimes occur. Because I think it's the chicken and the egg. You need to report the crimes. Yeah, we need to. Yeah, but we need to put more resources. If we know the number of crimes, and we can allow more resources, more police force, more investigators to help out the victims. Je vois selon ma montre, ça a filé tellement vite, je pense qu'on a dépassé un petit peu de quelques secondes. Avez-vous un dernier mot? Peut-être une dernière question, si quelqu'un a une question rapidement. Sinon, un dernier mot, une phrase ici. Oh, yeah, I have a question. I was wondering if there is any intention to make a pan-Canadian door for citizens to talk to the government. We see there are many opportunities and portals that we can go and talk and report. It's not working. Notre micro vient de couper. Sorry for that. I think that's where you're going to. Exactly, that's the plan. When you experience a cyber offense or a fraud, if you go to the Canadian Anti-Fraud Centre, that's a one-stop shop, because they're going to triage that offense and figure out what jurisdiction it needs to go to. With cyber, it's not straightforward. It's often not. You don't often have a victim and offender in the same jurisdiction, and that's where my unit comes in, because we can help coordinate police response even if we have victims and offenders in very different jurisdictions, including foreign countries. So that's sort of where we're headed now. Yeah, because one of the difficulties of cybercrime is that they can happen in multiple cities, in multiple provinces, multiple countries altogether. So thank you so much. Can we give a round of applause to our speakers? Thank you so much. Monsieur Renaud, Madame Ream, Madame Martineau. I'm reading the name in the back instead of ring. Je suis Pascal Forgette. Merci beaucoup. On se retrouve dans d'autres conférences tout au long de la journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde.